Juste quelqu'un peut se manifester, hop, un petit oui. Oui, oui, on t'entend. Allez, nickel. Alors du coup, je sais pas trop, ça va être un peu au feeling, mais je vais vous essayer de vous faire un petit brassage des deux premiers cours d'ADN, et si j'ai le temps, le troisième cours, donc c'est sur réplication de l'ADN que enfin, normalement vous devez le faire selon le programme pour dimanche. Donc si j'ai le temps, on en parle, sinon on verra plus tard. Du coup, il est là, le premier. Donc là, ça va vraiment être, c'est pas vraiment un cours, c'est plus un zoom, voilà, pour vous dire qu'est-ce qui est vraiment important à cerner et qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir, etc. Pour les questions vraiment ciblées, là, je vais pas vous dire, vous avez des questions parce que j'aurai pas le temps de tout faire le cours, mais si vous avez des questions, du coup, vous me demandez en message. Donc, pour ce premier, du coup, transcription et maturation des ARN, il faut vraiment comprendre la chronologie des choses. Déjà, c'est super important. C'est vraiment une petite histoire, en fait. C'est les choses par étapes. Il faut savoir dans quel ordre ça arrive et bien comprendre dans sa vue d'ensemble, sachant que les questions dessus sont quand même parfois pas très simples. Donc, c'est un cours assez long, mais après, c'est vraiment du par cœur. Donc, voilà, je ne pourrais pas trop vous expliquer non plus, mais il faut bien le cerner quand même. Les autres cours sont un peu plus simples. Enfin, celui d'après est plus simple. Du coup, à partir du tout début, donc, hop, dans l'ordre chronologique, on va faire. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes? Voilà, on va partir d'ici. Donc, j'arrive au milieu du cours, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le noyau, on a notre ADN. Notre ADN, c'est l'information génétique. Donc, celle-là, elle va avoir des régulations qui sont positives ou négatives pour produire des protéines. Donc, le but de ce cours, c'est de savoir en fait comment on passe d'un ADN à un ARN, sachant que l'ARN, son devenir, c'est de produire des protéines. Donc, on part d'abord du point de départ, c'est la régulation. C'est-à-dire que vous avez dans votre noyau, votre ADN, et vous avez des facteurs. Les facteurs, il y en a de deux types. On parle de régulation pré-transcriptionnelle, donc avant la transcription, avant l'ARN. Ces facteurs, ils sont soit cis, soit trans. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris pendant la première année. On n'arrive pas à faire la distinction entre cis et trans, alors que c'est très très simple en fait. Et il faut faire attention aux petits pièges. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gènes ne s'expriment pas tous en même temps. On a du coup 20% des gènes qui sont exprimés dans un tissu donné à un temps donné. Et donc ça, c'est sous contrôle des facteurs cis et trans. Les facteurs cis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des facteurs qui sont sur votre gène, sur votre molécule d'ADN, on va dire. Il y en a beaucoup dans la région promotrice, on verra ce que c'est juste après. Ces facteurs, ils sont dans les régions qu'on appelle 5' UTR ou 3' UTR. Donc 5', il faut savoir que c'est à gauche de votre ADN. En gros, c'est le début. Et 3', c'est ce qui est à droite de votre ADN, c'est la fin. En gros. Tu y es Donc ou pas là? ces régions 5' et 3' UTR, ce sont des régions qui sont non traduites et non codantes. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être transcrites en ARN, mais sur ces séquences-là, sur ces petites portions, elles vont pas être transformées en protéines. La transformation en protéines, c'est la traduction, et la transformation en ARN, c'est la transcription. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, facteur 6, c'est sur la molécule, et elles sont vraiment, en fait, dans la chaîne. Et elles, du coup, c'est ces premiers qui vont arriver, ces premiers facteurs, ils vont dire, bon alors, là, tu vas t'activer, là, tu vas pas t'activer. On en a trois types. On a, du coup, je sais pas comment ça se prononce, les enhancers, là, donc les premiers. Eux, en gros, vous devez retenir que ce sont des activateurs. Hop, attention les micros, si vous pouvez juste les couper, s'il vous plaît. Faites attention. Du coup, les enhancers, ce sont ceux qui vont activer. Donc la phrase qui est un peu compliquée, l'item qui tombe souvent, c'est qu'en fait, ils sont sur la séquence, mais ils sont loin de l'endroit où va débuter la transcription. Mais par contre, par rapport au fait que la molécule, elle bouge et elle se replie, ces enhancers, ils vont en fait se rapprocher de la séquence qui est transcrite par une conformation en fait qui va bouger. Ils sont peut-être loin de la région concernée, mais par cette modification dans l'espace, ils vont se rapprocher de la séquence qui va être transcrite. C'est pour ça ils vont permettre d'activer. Donc ça, c'est les enhancers. Les silencers, comme silence, c'est ceux qui vont empêcher la transcription. Et ensuite, on a des particuliers qu'on appelle les insulateurs, qui permettent d'isoler les gènes. Eux, ils ne sont pas très importants. Les pièges, c'est surtout enhancer et silencer. Donc, ce sont des régions, donc ces facteurs, c'est bien des trucs qui sont transcrits en ARN, on les retrouve sur l'ARN, mais par contre, ils ne sont pas traduits en protéines. Ils vont juste dire le signal oui ou non. Et ils agissent sur la stabilité. Donc, 6, ok. Mais ensuite, on a les facteurs trans. Les facteurs trans, qu'est-ce que c'est? Attention, ce ne sont pas des séquences dans le gène, mais ce sont bien des protéines nucléaires. Donc, ce sont des trucs qui viennent d'ailleurs.
Et ces protéines nucléaires, elles vont se fixer justement sur le gène, sur les 6. Et c'est dans ce sens-là, et pas l'inverse. Et ça, il y a beaucoup de pièges dessus. Donc ces facteurs trans, ils se fixent sur les 6, et du coup, eux, ce sont des protéines nucléaires qui sont plus loin que le gène. On en a deux types, les motifs de liaison à l'ADN et les motifs d'activation à la transcription. Donc ça, ce petit truc, c'est important. Et donc ce sont des signaux, qui vont être activés par d'autres choses. Donc voilà, il y a plein de signaux différents. Et du coup, ils vont permettre l'équilibre des signaux membranaires, des facteurs de croissance. Voilà, ça, c'est des petits détails. Il faut vraiment retenir qu'est-ce qui est où et qu'est-ce qui agit sur quoi. Donc c'est trans sur 6. Hop. Là, vous avez 4 motifs de liaison à l'ADN. Ça, c'est un truc. Donc, hélice, tour, hélice, doigt de zinc, glycéraleucine, hélice, loop, hélice. C'est vraiment, vraiment pas important. C'est juste qu'en fait, on a plusieurs façons de se lier à l'ADN. Ben voilà, c'est soit on a des hélices particulières, soit on a des nucléotides particuliers avec des acides aminés particuliers, comme la glycéraleucine. C'est plein de leucine, en fait. Ça fait une espèce de fermeture éclair. Bref, ça, c'est vraiment pas important. Juste retenez ce qui est en rouge, quoi. Et ensuite, du coup, on a le remodelage de la chromatine. Donc ça, on en parlera dans le cours du coup qui concerne vraiment, vraiment ça. Donc le cours juste après. Donc ça, c'est la régulation. C'est avant, en fait, qu'on ait notre ARN. Mais une fois que, hop, 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 une fois que du coup, on a eu le signal en mode, allez, on va activer des protéines, ou alors, allez, on va inhiber des protéines, en faisant des protéines inhibitrices, on va pouvoir commencer notre transcription. Donc, introduction, super important ici. Ce que vous devez retenir, c'est vraiment ça. C'est super important. Tout ce qui est là. Ça tombe tout le temps pratiquement. Prokaryotes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les organismes qui sont souvent unicellulaires, c'est-à-dire qu'il y a une seule cellule, mais surtout qui n'ont pas de noyau et pas de système endomembranaire. Chez eux, on n'a pas de maturation de l'ARN, très important, et on a une seule ARN polymérase, donc une seule molécule qui va permettre de faire la transcription. Chez les eucaryotes, donc comme nous, organismes pluricellulaires avec des noyaux et un système endomembranaire, on a 3 ARN polymérases, la 1, la 2 et la 3. Et super important, c'est que la numéro 2 qui va permettre la transcription. Ça, c'est à savoir par cœur. Ensuite, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la transcription? Comment on passe de l'ADN à l'ARN? Au niveau de l'élongation, quand vous avez votre ARN, comment on va assembler en gros des nucléotides entre eux? Donc les nucléotides, c'est A, T, G, C. Comment on va les assembler entre eux? Ça se fait en 3 étapes. Là, vous ne devez pas retenir vraiment comment ça marche au niveau du schéma et tout, c'est pas vraiment important. Vous devez retenir que c'est surtout 3 étapes. Et quelle étape fait quoi? La première étape, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque nucléophile. En gros, vous avez donc ici, hop, vous avez votre nucléotide G qui va se fixer sur un C. Comment il se fixe? Avec son OH qui est en 3', donc vers la droite, qui va venir attaquer ici. C'est une attaque nucléophile, c'est de la chimie orga. Hop, pas besoin de savoir en position alpha et tout. Enfin, oui, à savoir, en fait, c'est le mieux, mais c'est pas ce qui tombe, quoi. C'est ça que je veux dire. J'essaye vraiment de vous aller dans le synthétique ici. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction irréversible. Ça tombe très souvent. En gros, quand vous allez attaquer votre attaque nucléophile, vous allez libérer un diphosphate. Ce diphosphate, en fait, il est clivé par une pyrophosphatase et ça rend la réaction irréversible. Donc, élongation, c'est une attaque nucléophile qui est irréversible et surtout, qui ne nécessite pas d'amorce. Donc, c'est la troisième étape. Enfin, c'est la troisième la particularité, pardon. Pas d'amorce pour faire une élongation d'ARN, contrairement à l'ADN. Ces 3 propriétés-là, c'est à savoir par cœur. Là aussi, super important cette diapo. Qu'est-ce qui se passe? On vous parle de l'élongation, comment elle se fait. L'ARN polymérase, elle se déplace sur les brins de 3' vers 5'. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez ici, hop, vous avez toujours un brin 5', 3', donc c'est celui d'en haut, et un brin anti-sens, du coup, dans le sens inverse, qui va de 3' vers 5'. L'ARN polymérase, sur n'importe quel brin, elle ira toujours de 3' vers 5'. Par contre, et super important, la synthèse qu'elle fait sera toujours de 5' vers 3'. Ça, c'est assez chiant au début à capter, mais c'est très facile et on verra, enfin, vous verrez avec le cours ADN de Wafik que c'est un petit peu logique. Donc, toujours, ARN polymérase se déplace de 3' vers 5', mais elle synthétise de 5' vers 3'. Ensuite, petite phrase importante à noter, c'est que chaque transcrit, donc à chaque fois que vous faites une molécule d'ARN, elle commence par un triphosphate. Pourquoi un triphosphate? On retourne juste avant. Regardez, ici,
on avait bien un triphosphate. En gros, votre premier nucléotide, il démarre par ça. Et après, tous les autres qui vont se faire attaquer par le nucléophile. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, la transcription, on passe d'un ADN à un ARN. Comment ça marche? On a un brin sens, donc je reviens sur le truc de la droite, ici. Un brin sens, c'est celui d'en haut. Un brin antisens, c'est celui d'en bas. Ce brin antisens, c'est le brin qui est transcrit. C'est sur celui-là que l'ARN va se déplacer et créer, enfin que l'ARN polymérase va se déplacer et va créer ce brin d'ARN. Donc le brin transcrit, c'est le brin antisens, et le brin sens, du coup, c'est celui qui va être identique, en gros, le brin sens, c'est celui-là en jaune, il va être en fait identique à l'ARN créé, parce que c'est complémentaire. Il va être identique au niveau des bases, c'est-à-dire que si l'un c'est ATG, l'ARN ce sera ATG, sauf que, petite nuance, sur l'ARN, le T devient un U. C'est tout. Mais du coup, le brin sens, c'est bien le reflet fidèle de l'ARN qui est créé. Et le brin antisens, c'est celui qui est transcrit. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Qui est important aussi, c'est que les ARN, hop, ici, ils ont des activités exonucléasiques. Qu'est-ce que ça veut dire exonucléasique? Exo, c'est extérieur, en gros, et pas endo. C'est-à-dire qu'au niveau des extrémités, ils vont pouvoir euh, corriger un peu les erreurs qu'ils font. Par exemple, imaginons ils mettent un A et un G, ils se sont trompés, ils vont changer, ils vont mettre un C et un A. C'est l'activité exonucléasique. Une activité 3', 5' exonucléasique, en gros, ça veut dire que ça corrige de 3' vers 5'. Et l'autre, 5', 3', c'est l'inverse. Hop, voilà. La transcription à proprement parler. Donc là, super, super important. Elle se fait en 3 étapes. Initiation, élongation, terminaison. Sachant que la terminaison, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc on s'en fout un peu. Par contre, l'initiation, élongation, super important. Initiation, qu'est-ce qui se passe? Sur votre brin, vous avez une partie qui va être transcrite. C'est ici. Tout ce qui est à droite, ça va être transcrit en ARN. Ici comme ça. Super, j'ai pas la place. Tout ce qui est avant ici, c'est ce qu'on appelle la région promotrice. C'est elle qui va dire, allez go, on donne le signal, c'est parti, top feu vert. Dans cette région promotrice, donc là vous devrez tenir toutes les positions, elles sont super importantes. Donc elle est de moins 110, en gros, avant le début de transcription, de moins 110 à plus 1. Dans cette région, on a 3 boîtes. Les boîtes, en gros, c'est des nucléotides, hein. Là, on est sur des nucléotides. Donc, on a 3 boîtes, et ça tombe tout le temps, donc il faut bien connaître ces 3 boîtes. On a la boîte Tata, donc c'est celle qui est écrit Tata, du coup, qui est en moins 25. Donc, c'est la plus proche, finalement, de la transcription. Il faut retenir toutes ces particularités. C'est-à-dire qu'elle est en moins 25, hop, en moins 25. Elle est bicaténaire, c'est-à-dire qu'elle se retrouve sur les 2 brins. Elle est riche en région AT, donc il y a beaucoup de nucléotides A et de nucléotides T. Super importante, elle est constante, c'est-à-dire qu'on la retrouve sur tous les gènes. Et c'est elle qui va donner le signal de où est-ce que la transcription va commencer. La Tata, elle te dit, bon, alors tu vas commencer à transcrire, à faire un ARN à partir d'ici. Cette Tata Box, sa particularité, c'est que elle permet du coup d'initier l'ARN polymérase en formant un complexe multiprotéique. Donc c'est un gros complexe pour que l'ARN poly fonctionne et qu'elle synthétise de l'ARN. Ça, c'est à retenir, même si ça tombe pas beaucoup. Il ne faut pas retenir les détails, il faut retenir les facteurs qui arrivent. Donc on a des facteurs de transcription appelés TF2, parce que c'est l'ARN polymérase 2 qui est utile chez les eucaryotes. Pour former cet ARN polymérase, en gros, on va avoir intervention dans l'ordre d'un facteur de transcription 2D, ensuite un 2A, et ensuite un 2B. Sachant que le 2B vient stabiliser l'ARN. Ça se fixe dans cet ordre, ça se fixe dans l'ordre DAB. Vous savez, le DAB, là, c'est référence SO 2010, mais au moins ça aide. Donc comme ça, avec ces facteurs, on crée du coup le complexe ARN polymérase 2 qui va pouvoir s'activer, et ça se fait grâce à la Tata Box. Ces trucs viennent se fixer au niveau de la Tata Box. Donc ça, c'était la Tata Box. Surtout, super important, elle est constante, ça tombe très souvent ça. Elle vous dit où commence la transcription. Ensuite, on a 2 autres trucs, donc la CAT et la CG. Oui, c'est ça, la GC, pardon. L'ordre est important, c'est bien GC et pas CG. Donc la CAT box, elle, qu'est-ce qu'il faut retenir? Beaucoup moins d'infos.
juste super important qu'elle est en moins 90, qu'elle utilise un facteur de transcription qu'on appelle CTF, il y a le C qui est en commun, et elle va dire en fait combien on va transcrire. Est-ce qu'on va transcrire beaucoup ou pas beaucoup? La boîte, du coup, juste après, c'est la boîte GC, et elle, pareil, du coup, pas trop d'infos, elle est en moins 50, donc retenez bien les positions, elle est non constante, ça c'est super important, la 4 était constante, et elle a besoin du facteur SP1. C'est des petits trucs à apprendre par cœur, mais après sur ces boîtes, ça va, c'est à peu près facile. Ça, c'était l'initiation. À partir de là, on se dit, bon, ben, c'est parti, la RN polymérase est prête, elle sait combien elle doit mettre de trucs, elle sait où elle doit les mettre, c'est parti, elle va les mettre. Donc, c'est l'élongation. L'élongation se fait à vitesse constante avec l'ARN polymérase 2, et elle se fait notamment par un truc important, c'est ici, hop. En fait, au niveau de l'ARN polymérase 2, dans son extrémité C-terminale, en gros 3', on a un domaine, on appelle ça un domaine CTD, c'est-à-dire qu'il y a euh, beaucoup de, je vais y arriver, sérine thréonine. Et en fait, quand elle va faire l'élongation, cette ARN polymérase, sur ce domaine CTD, elle va être hautement phosphorylée, justement sur ces sérines et thréonines. Alors que quand elle ne fait pas l'élongation, quand on est au stade d'initiation, qu'elle est en train de se former, ce domaine CTD est déphosphorylé. Tout ça se fait par des kinases. C'est le truc de phosphorylation. Et petit détail, mais ça tombe rarement, c'est lié à un facteur qu'on appelle TF2H. Donc déphosphorylé, c'est initiation. Phosphorylé, cette ARN polymérase 2, elle fait l'élongation. Et la terminaison, du coup, une fois qu'elle a élongé sa chaîne d'ARN, cette ARN va se détacher. Ça, c'est la terminaison, et on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 petites lignes. Une fois qu'on a transcrit avec notre ARN, on a un ARN pré-messager. Il va falloir qu'on le fasse maturer. Je crois que c'est pas du tout français, mais c'est pas grave. C'est la maturation du coup de l'ARN. La maturation, super important aussi, on retrouve 3 choses. Vous devez savoir ces 3 événements. Ils sont là. Hop. On a une coiffe en 5', une queue polia en 3', et excision épissage. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est? Pour faire très très global, ça tombe tout le temps ça pratiquement, je vous le dis. C'est assez simple en fait. La formation de la coiffe en 5', qu'est-ce que c'est? On a l'ARN du coup qui est formé, ok, il est détaché. Il va falloir le protéger des 2 côtés. En 5', on le protège par une coiffe. Cette coiffe, c'est quoi? Vous devez retenir son nom. C'est une méthyle 7-guanylate. En gros, c'est un méthyle qu'on rajoute en position 7 sur une guanosine. Ça fait 7-méthylguanylate. Les étapes sont pas forcément à retenir, je pense. Enfin, il faut les retenir, mais c'est pas vraiment ce qui tombe, c'est ça que je veux dire. Désolé, je veux pas vous dire de pas apprendre des choses, parce que c'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut vraiment tout apprendre, mais je vous dis ce qui tombe beaucoup. Donc, méthylcète-guanylate. Attention, parce qu'il y a des mots qui disent guanylyl, guanylyl, hein. Retenez bien les bons mots. Ça, cette coiffe, elle va permettre de protéger, donc c'est écrit ici, de protéger cet ARN prémessager des nucléases et phosphatases. L'ARN prémessager, à son bout, il a des phosphates, il a des nucléotides. À tout moment dans le noyau, on peut avoir des nucléases du coup ou des phosphatases qui vont venir le cliver. La coiffe, elle permet d'empêcher ça. C'est son premier rôle. Son deuxième rôle, c'est d'initier la traduction. Donc la traduction, c'est le passage de ARN à protéines. En gros, grâce à cette coiffe, on a un facteur d'initiation qu'on appelle EIF4, qu'on retrouve à la fin du cours, qui va reconnaître cette coiffe, entre autres, et qui va permettre de dire, allez, c'est parti, on commence la traduction, donc la transformation en protéines. Ce sont ces 2 rôles à la coiffe. Et ça, c'est en 5'. C'est le truc le plus important, c'est que la coiffe, c'est en 5'. On a ensuite la polyadénylation. La polyadénylation, elle se fait en 3' du coup. Ça, c'est le piège qui tombe vraiment super facilement. Polyadénylation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est qu'au bout de votre chaîne ARN, donc en 3', vous allez avoir une polymérase, donc qui va polymériser quelque chose, élonguer quelque chose, et qui va venir rajouter environ 200 nucléotides A. Donc plein de A à la fin de votre ARN. Et ça, c'est quoi? Tout simplement, c'est protecteur pour que l'ARN puisse aller dans le cytoplasme tout en étant protégé. Ça, c'est grâce à la polyadénylation en 3' que le passage peut se faire dans le cytoplasme. Hop. Et ensuite, dernier phénomène, enfin événement, c'est l'excision-épissage. Donc ça, c'est super important. Les pièges dessus sont énormes aussi. Enfin, en plus, ils sont voyants quand on connaît son cours, mais bon. Votre ARN prémessager, qu'est-ce que c'est?
C'est un ARN où il y a des petits bouts qu'on appelle introns et des petits bouts qu'on appelle exons. Tout simplement, l'ARN prémessager, il va être épicé, excisé. On va en fait garder ou enlever des bouts. Tous les bouts qui sont enlevés, c'est ce qu'on appelle des introns. C'est ce qui est en vert. Comme ils sont enlevés, on parle d'excision des introns. Tous les bouts qui sont en rouge sur ce schéma, du coup ici, là, ce sont les exons. Les exons, ce sont les parties qui vont être conservées sur l'ARN messager une fois mature. Du coup, on parle épissage des exons. Les exons, ils vont se rallier d'une façon plus ou moins. C'est un épissage, alors que les introns vont être carrément supprimés, détruits. C'est une excision. Les deux termes ne sont pas mélangés. On ne parle pas d'excision d'exons, du coup. Faites attention à ça. Du coup, les introns, en fait, c'est un truc qui sert à rien, concrètement. Alors que les exons, c'est eux qui vont être plus ou moins traduits en protéines. À savoir, du coup, que, hop, tout intron, donc c'est ici, hop, tout intron commence par GU et finit par AG. Donc vous retenez le mot gag. Ça vous permet de savoir dans quel sens ça se fait. Donc le site donneur, c'est GU. Le site accepteur, c'est AG. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, comment un intron s'enlève, vous ne devez pas vraiment retenir exactement le processus, je pense, qui est expliqué juste ici, le mécanisme de l'épissage. Vous devez savoir vraiment que c'est juste une réaction de transestérification. En fait, vous avez à la suite deux transestérifications, formation de deux esters. Et qu'est-ce qui se passe? Surtout ce qui tombe, en fait, c'est que cet épissage, il se fait, je ne sais plus où il est écrit, je ne sais plus où c'est écrit, cet épissage se fait dans le plicéosome, hop, ça là. Donc c'est une structure qui est dans le noyau, on est toujours dans le noyau. Ça, ça fait intervenir du coup des SNRNP. Donc en gros, ce sont des petites molécules nucléaires ribonucléoprotéines. Pourquoi ribonucléo? Parce qu'on est sur l'ARN, donc c'est ribonucléo, et pas juste nucléo. Et du coup, quand on fait cet épissage, en fait, la réaction fait qu'on a une espèce de lasso. Je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est important de retenir que l'épissage, c'est une réaction en forme de lasso qui va. C'est ici, là, vous avez une espèce de lasso qui se forme. Et du coup, ce lasso va en fait après s'enlever et vous allez pouvoir rapiécer deux exons qui étaient à côté. Ça se fait par une double réaction de transestérification. C'est super important. Il y a bien deux réactions pour en faire qu'une seule au final. Je vous laisserai bien regarder. Les détails, vraiment, c'est pas ce qui tombe le plus, c'est vraiment le général en fait. Par contre, retenez bien que c'est dans le noyau. Donc l'épissage alternatif, là je rentre pas dans les détails non plus, c'est du blabla un peu. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un seul gène, normalement ça vous le savez, on peut avoir plein d'ARNM différents. Enfin, à partir d'un seul gène, il y a écrit on peut avoir deux ARNM matures différents. C'est tout simplement parce que les exons peuvent se coller d'une façon ou d'une autre, et puis d'un ARN à l'autre, du coup, les exons peuvent changer un petit peu ou pas. Voilà, c'est juste ça, épissage alternatif. On a différentes combinaisons possibles, et du coup, différentes informations possibles. Par contre, ce qu'il faut à savoir, c'est que les introns, ok, eux, ils s'en vont, certes, mais les exons, même s'ils sont tous là, ils ne sont pas forcément tous traduits. C'est-à-dire qu'ils vont tous être sur l'ARN, mais ils ne vont pas tous peut-être donner une partie de la protéine. Ça, c'est important. Et ça, pareil, c'est par rapport à des mécanismes épigénétiques qu'on verra après, qui font plus ou moins que l'expression se fait ou que se fait pas. C'est plein de signaux qui s'entremêlent, etc. Mais juste retenez que du coup, cet épissage, il permet à partir d'un seul gène d'avoir différents ARNM selon les combinaisons qu'on obtient. Donc voilà, après, il y a des petits exemples à savoir. Là, je passe sur ça, mais c'est des techniques d'étude de l'ARN, donc c'est pas super important, c'est du par cœur, mais bon, ça tombe très très rarement. Ça, on l'a fait, c'est les régulations du coup. Hop, hop, hop. Et voilà, on parle d'une autre régulation maintenant par les micro-ARN. Donc ça, c'est quelque chose qui tombe aussi assez souvent. Qu'est-ce que c'est les micro-ARN? Donc, petit blabla d'histoire au début, pas important, découverte récente dans les plantes, etc. Par rapport aux pétunias, là, c'est vrai que c'est pas montré, mais je sais que j'étais en cours, donc je m'en souviens. En fait, les pétunias, elles ont une couleur particulière qui fait qu'à certains endroits, ces micro-ARN, en fait, ils vont détruire l'expression donc, de ces plantes, ce qui va enlever la pigmentation de la plante. C'est pour ça qu'on a des parties, de la fleur, du coup, qu'on a des parties blanches sur les pétunias. Ou noires, je sais plus. Bon, bref. Mais en gros, voilà, c'était le petit exemple par rapport aux pétunias. Un seul micro-ARN peut contrôler plusieurs centaines de gènes. Donc ça, c'est une phrase super importante. Hop, il n'y en a pas tant que ça, des micro-ARN. Mais par contre, ils sont actifs sur beaucoup, beaucoup de gènes différents.
Qu'est-ce que c'est? Normalement, vous le voyez en BioC, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a une petite partie sur micro-ARN qui est assez ressemblante à ce cours, donc je vous conseille de faire les liens entre eux. Après, je sais que c'est un peu loin, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semblait bien, moi, que je faisais quelques liens. Du coup, ce sont des structures petites, ça c'est à retenir. Micro, logique, c'est petit. 20 à 23 nucléotides, synthétisés par l'ARN polymérase 2, donc celle qui fait l'élongation. Elles aussi, elles ont des maturations, donc coiffe en 5' que polyA en 3'. Et ce qui est super important, c'est à partir de là, il y a beaucoup de pièges dessus. La production de cette micro-ARN se fait en plusieurs étapes. D'abord, on a ce qu'on appelle le primi-ARN. Lui, du coup, il va donner ensuite le pré-mi-ARN. C'est deux choses bien différentes. Dans le noyau, donc on est encore dans le noyau, ce primi-ARN va être pris en charge par la molécule d'Orcha, et elle va couper le primi-ARN pour donner le pré-mi-ARN. Une fois que le pré-mi-ARN est produit, il va aller dans le cytoplasme. Donc là, on change de milieu. Drosha, c'est dans le noyau. Ensuite, du coup, ce pré-mi-ARN, oui, c'est ça, pré-mi-ARN dans le cytoplasme va subir l'action de l'endonucléase appelée GCER cette fois. Et du coup, là, on aura le mi-ARN. C'est bien trois choses. Le prix, Drosha, ou Dorcha, il y a deux expressions différentes. Pré-mi-ARN, GCER, et ensuite on arrive sur le mi-ARN. À savoir que sur ce mi-ARN, du coup, on va avoir un brin, donc il est double brin, on va avoir un brin guide qui s'associe au complexe risque, et on va avoir l'autre brin qui est le brin passager qui va être dégradé. Au final, on retrouve qu'un seul brin. Hop, à la fin, on a bien, vu que le brin guide est dégradé, on a bien un monobrin d'ARN. Et ça, c'est le mi-ARN. Hop, donc ça, à cette étape-là de Dorcha et d'Isser et tout, c'est super important. C'est ce qui tombe le plus, on va dire. Et après, ce qui tombe aussi beaucoup, c'est juste la suite de fonctions. C'est à retenir, et ça, pareil, je crois que du coup, en BioC, c'est exactement pareil. Les micro-ARN, ils vont réguler l'expression de l'ARN post-transcriptionnelle, c'est-à-dire que les micro-ARN vont agir sur l'ARN. Donc c'est bien après la transcription. C'est bête, hein, mais ça, c'est des trucs que des fois, on peut se tromper. Il va y avoir écrit pré-transcriptionnel, alors que du coup, non. Il faut être assez logique dans le déroulé des choses, justement. Du coup, on a bien deux étapes, et ça, c'est à retenir. Soit le micro-ARN est carrément complémentaire de l'ARN, et du coup, on a une destruction totale de l'ARN, donc on ne pourra pas avoir de protéines derrière. Soit il est complémentaire, mais pas trop non plus, et là, du coup, on va juste inhiber la traduction. Donc l'ARN sera encore là, mais par contre, il ne va pas donner de protéines. Donc ça, attention, ces deux trucs, c'est bien différent, et les pièges dessus, enfin les inversions, c'est fréquent. Ensuite, on a des régulations qui sont du coup traductionnelles, donc pendant la transformation en protéines, je vous laisserai lire, et les régulations post-traductionnelles qui sont aussi après la transformation en protéines. Donc, régulation post-traductionnelle, c'est important, ça revient dans pas mal de cours, c'est tout ce qui est glycosylation, phosphorylation, acétylation, etc. Deux exemples, donc là, c'est sur l'hémoglobine, pareil, c'est du blabla à connaître par cœur, je peux rien vous dire dessus. Tout ce qui est en vert, sachez que c'est les trucs qui sont pas faits, vous le savez déjà, donc là, pour le coup, ne l'apprenez pas. Et ensuite, la traduction. Donc, la traduction, c'est le moment où cet ARN, il va être transformé en protéine. Donc là, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider et vous apporter plein de connaissances et tout sur la traduction. Le problème, c'est que c'est vraiment du par cœur. Je peux rien vous dire. Surtout au niveau des étapes, je peux pas vous rentrer dans le détail. Donc, je vais vous dire vraiment ce qui tombe, mais sans vous expliquer, c'est vraiment à apprendre par cœur. Sachez, n'empêche que pour avoir fait plusieurs écuries, annales et tout, c'est quand même vachement plus le côté transcription qui tombe que le côté traduction. Voilà, juste, donc apprenez vraiment bien transcription et traduction, vous devez le connaître au mieux, mais je sais qu'au début c'est un peu dur. Donc je pense que vous avez le temps pour apprendre ce cours et vous le verrez en temps et en heure, en tous les cas. Donc traduction, ok, donc c'est après l'initiation, élongation, terminaison de la transcription là. Elle se fait aussi en initiation, élongation, terminaison, cette traduction, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir vraiment c'est que au niveau de l'ARN, quand on va avoir transformation en protéines, en fait, c'est un assemblage d'acides aminés qui vont venir donc à la suite. Ce qui est important, je vous passe les détails, mais c'est que chaque acide aminé doit être activé.
avant d'être amené à former une protéine. Ça, c'est super important. Et dans les QCM, des fois, ils disent hop, l'acide aminé vient tranquille, gratuit, comme ça. Non, il doit d'abord être activé par une réaction avec la transférase et tout là. Bon, je viens sur un point important, du coup, que moi, je me souviens bien, du coup, c'est le code génétique. Donc, tout ça, là, c'est du par cœur, par cœur, par cœur, et ça tombe tout le temps. Et ça tombe souvent en item restrictif. En mode 2 points, il faut tout mettre derrière. 4 propriétés. Le code génétique, c'est le code qui permet de dire que ces nucléotides-là, donc A, T, C, G, vont donner tel ou tel acide aminé. Ce code, il est universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez tous les organismes vivants. Ça, c'est facile. Il est non chevauchant, c'est-à-dire que vous avez 61 acides aminés qui codent pour les 20 acides aminés et 3 qui ne codent pas pour les acides aminés, ce sont les codons stop. Il n'y a que 3. Les codons, alors je vais un peu vite, mais les codons, du coup, c'est une combinaison de 3 nucléotides. Vous avez un nucléotide, par exemple ATG, ça s'appelle un codon. Et ce codon va donner tel ou tel acide aminé. Donc non chevauchant, 64 possibilités, vous retenez ça. Dégénéré, ça veut dire que plusieurs codons peuvent donner un même acide aminé. Ça, c'est possible parce qu'il y en a 64 quand même, alors qu'il n'y a pas tant que ça d'acides aminés. Donc, ils peuvent en donner plusieurs. Par contre, jamais ambigu, un même codon ne correspond jamais à 2 acides aminés différents. Je crois que je me suis embrouillé dans ce que j'ai dit un peu, non? Je crois que je me suis un peu embrouillé. Dégénéré, on est d'accord que c'est plusieurs codons qui peuvent donner le même. Oui, non, c'est bon. Et jamais ambigu, un seul codon ne donne pas plusieurs acides aminés différents. Voilà. Ces deux trucs-là, c'est voilà, justement, je m'embrouille même moi. Il faut faire attention entre ces deux définitions-là, parce qu'on piège sur ça. Du coup, donc ces 4 trucs sont bien à connaître, ça vraiment, c'est ce qui tombe le plus, plus, plus. Et ensuite, donc je regarde en même temps que vous, qu'est-ce qu'il y a après. Euh, Là, donc voilà, après ça, c'est du par cœur, tout ce qui est ici, même si ça tombe beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez encore fait le cours sur nucléotides, mais c'est un cours qui va vous permettre de un peu comprendre aussi ça. Voilà, et après, voilà. Donc là, on arrive sur le mécanisme de la traduction. Activation des acides aminés, 2 étapes, etc., etc. Spécificité, initiation, tout ça. Donc, toute cette partie-là, je la saute, enfin, je ne vous l'explique pas parce que c'est vraiment du par cœur. Par contre, ce qu'il faut vraiment, vraiment que vous cerniez sur ces parties-là, c'est dans quel ordre ça se fait, combien d'étapes par truc. Très important, retenez bien au niveau, donc pour ceux qui ont déjà fait le cours, j'espère que, enfin, vous verrez, mais voilà, ceux qui ont déjà fait, vous savez du coup, combien d'ATP ou de GTP sont utilisés. Ça tombe assez souvent, enfin, pas assez souvent, mais ça peut tomber. Donc, il faut bien faire attention donc, dans quelle étape on utilise plus ou moins d'énergie. Et attention entre eux, si on utilise ATP ou GTP, c'est les mêmes pièges qu'en BioC. Et ce qui est super important, et ce qu'on ne fait pas attention sur cette fin du cours, c'est qu'on parle bien de la traduction chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Donc, je vous conseille soit de faire une petite fiche, soit de bien cerner ça dans votre tête, mais regardez bien ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Parce que c'est bien différent, c'est pas les mêmes complexes, c'est pas les mêmes substrats énergétiques, c'est pas les mêmes énergies négagées, c'est pas les mêmes liaisons, enfin bref. Donc regardez bien, vraiment les pièges qui tombent en fait sur cette fin du cours, c'est au niveau des différences. On va vous dire ça, c'est chez l'eucaryote, alors qu'en fait c'est chez le prokaryote. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Après, ça reste du par cœur, donc je vais pas m'attarder dessus. Si vous avez des questions, vous me demandez. Juste petite fin sur mutation. Ça tombe en fait, alors que c'est super simple. On a 2 types de mutations. Hop, c'est là. On a les faux sens. Une mutation faux sens, en fait, ça va mettre un faux acide aminé, un mauvais acide aminé. Donc, on change juste d'acide aminé et ça fait une protéine du coup qui est anormale. Et les mutations non-sens, on arrête le sens. En gros, au lieu de mettre un acide aminé qui est normal, on va mettre un codon stop, du coup, qui code pas pour un acide aminé. Qui va faire que la protéine va être tronquée. Elle va être plus petite que prévu. Ça, c'est super facile. Vous le reverrez en plus, du coup, bon, c'est tard pour vous, mais au deuxième quad, vous le reverrez bien comme il faut. Et ben, ça, c'est des points gratuits en QCM. Je vous conseille à chaque fois, d'ailleurs, sur les cours Medibox, de bien regarder les réponses aux questions. Ça aide beaucoup. Il y a pas mal de choses, des fois, qui sont floues dans les cours et ça peut vous permettre de mieux comprendre. Sachant qu'en plus, là, vous n'avez pas encore les cours en amphi. Ok, donc ça, c'était transcription. Ensuite, on va parler de chromatine et ADN. Donc, ce cours-là, pareil, là, c'est vraiment du par cœur. C'est vrai que le début du premier quad, c'est UE1, UE3, on comprend, mais après, plus vous avancez, plus c'est du par cœur. C'est pour ça que les cours, ben, c'est plus du zoom que de la compréhension, quoi. Enfin, que de l'explication.
Alors, sur ce cours-là, je vais passer beaucoup plus vite et vous dire vraiment ce qui tombe. Le début, là, super classique, mais c'est important. Ça, là, hop, mince. Cette partie-là, hop, sur ce schéma, elle est importante. Vous avez peut-être pas vu du coup le cours nucléotides, mais les bases puriques, ce sont les bases A et G, et les bases pyrimidiques, ce sont les bases C et T, enfin les nucléotides. Il faut savoir qu'on a la même concentration en purique qu'en pyrimidique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les A, normalement vous le savez, mais les A se lient avec T et les C se lient avec G, dans les choses physiologiques en tout cas, hein. Et une liaison AT, elle est liée par deux liaisons hydrogènes, alors qu'une liaison GC, c'est trois liaisons hydrogènes. Du coup, la liaison GC est plus solide que la liaison AT. Ça, c'est un truc qui tombe pratiquement tout le temps. Donc, à savoir par cœur. On vous parle de la structure en double hélice, donc pareil que du par cœur. Je vous conseille de lier ce cours avec le cours protéines que vous avez fait en UE1 il y a pas mal de temps déjà, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font écho. Donc voilà, après ça, c'est vraiment du par cœur, donc je vais pas rentrer dans les détails. Pas grand-chose qui sort du lot, en tout cas sur cette diapo-là. Juste, on m'a posé une question sur le pas de l'hélice. C'est quelque chose d'assez abstrait. Donc ici, là, le pas de l'hélice, donc c'est le n, vous savez, n supérieur à 0 ou n inférieur à 0. Non, je dis n'importe quoi. Le pas de l'hélice. Oui, voilà ça. Quand le pas de l'hélice est à droite, en gros, on tourne dans le sens horaire. Et quand le pas de l'hélice est à gauche, on tourne dans le sens anti-horaire. Et vous savez, dans les protéines, il y avait euh, du coup un truc spécial comme quoi l'hélice alpha, c'était n égale 3,6, p égale machin. Voilà, ça, c'est des petits trucs qui se font écho. C'est pour ça que je vous conseille de voir les cours ensemble. C'est un peu abstrait, c'est juste le sens de rotation de l'hélice, dans quel sens elle tourne. Juste à retenir, c'est que voilà, quand c'est à droite, c'est horaire, et quand c'est à gauche, c'est anti-horaire. Vous prenez pas trop la tête avec ça, parce que ça sert à rien, c'est tellement compliqué d'imaginer que bon. Et puis les profs vont pas trop dans le détail non plus, hein. Donc c'est pas forcément simple. Juste ici, voilà, ça c'est important par contre. Ça tombe. Donc hop, ici, on a trois types de liaisons pour la double hélice. On a les liaisons hydrogènes, donc elles se font entre les nucléotides en fait. Et bon, vous avez votre molécule, elle est comme ça là. En gros, les liaisons hydrogènes, donc l'axe de votre molécule, il est comme ça. Hop, il va vers le haut, on va dire. Les liaisons hydrogènes, en fait, elles se font perpendiculairement, comme ça. Donc elles sont perpendiculaires à l'axe de la molécule. Alors que les liaisons qui sont hydrophobes, donc les deuxièmes types de liaisons, elles se font entre les nucléotides, pareil, mais de façon parallèle à l'axe de la molécule. Voilà, ça c'est une distinction à faire, faites attention. Et ensuite, on a les liaisons ioniques, elles qui ne concernent pas directement les nucléotides ATGC, mais qui concernent les squelettes phosphodiester qui sont à côté. Pareil, ça vous le verrez dans le cours nucléotides, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Isoforme de l'ADN, ça, c'est du grand par cœur, mais ça tombe tout le temps. Donc vous devez bien savoir l'ADN B, quelles sont ses caractéristiques principales. Sincèrement, les nombres, ça tombe très 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 rarement, mais on va vous dire lequel est le plus hydraté, lequel est en configuration anti, lequel est un pas à droite, lequel a un pas à gauche. Donc voilà, à bien distinguer l'ADN B de l'ADN A, de l'ADN Z. Sachant que l'ADN Z, c'est le plus particulier, le plus bizarre, parce que lui, il change, il est en configuration SIN, à bien savoir, il est zigzag, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est du par cœur, mais je vous assure que ça tombe beaucoup, beaucoup. Je passe beaucoup plus vite sur celui-là, hein, parce que vraiment, c'est par cœur, par cœur. Juste sur ça, forme surenroulée de l'ADN. Donc en fait, on vous parle de l'ADN qui peut être soit linéaire, donc tranquille et tout, soit en rond, circulaire, donc ça c'est comme dans la mitochondrie, soit il peut être plus ou moins enroulé. Donc on a une formule qui est un peu bizarre. Pareil, c'est quelque chose d'assez abstrait, on a du mal à se représenter la chose. Je vous conseille vivement, mais vraiment c'est un vrai conseil, d'aller sur YouTube et de taper enroulement de l'ADN. Je sais que dans mes souvenirs, j'espère que la vidéo n'a pas été supprimée, bien sûr, mais dans mes souvenirs, j'avais trouvé pas mal de vidéos qui expliquaient bien, qui vous modélisaient avec de la pâte à modeler, je sais pas quoi, et ça expliquait plutôt bien. Donc je pense franchement que ça l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc je vous conseille d'aller checker ça. En tout cas, pour ce qui est de la formule, retenez-la telle qu'elle. Au moins, vous êtes sûr que bon, ça va. C'est vraiment important à retenir, mais ça tombe pas forcément. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enroulements, en fait. Donc l'enroulement, c'est quand... Enfin, super enroulement, c'est quand ça fait ça, là.
des enlacements en fait, entre la molécule qui va se replier un peu sur elle-même. Vous avez des enroulements qui vont être positifs et d'autres qui vont être négatifs. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un surenroulement positif, en gros, il va être, enfin, ça va faire de l'encombrement. Voilà, en gros, ça va être encombré. Alors qu'un super enroulement qui est négatif, il va laisser plus de place aux interactions avec d'autres protéines. Ça, c'est ce qui est important à retenir. Et du coup, vous avez des molécules qu'on appelle topoisomérases, qui vont plus ou moins, enfin, topoisomérases chez les eucaryotes, chez les prokaryotes, on appelle ça des gyrases. Ces molécules-là, elles vont justement changer la configuration de votre ADN en créant ou en supprimant des surenroulements ou supertours. Tout ça dans le but de rendre l'ADN plus accessible aux facteurs 6, aux facteurs trans, aux protéines nucléaires, etc., etc. Hop, donc là, pareil, voilà, c'est un peu du par cœur. Par contre, ce qui est super, super important et super facile, c'est les deux types d'isomérases à retenir. Vous en avez deux. Vous avez du coup celle de type 1, très logique. Type 1, elle va cliver que sur un seul brin d'ADN. Type 1, un seul brin d'ADN. Ça tombe tout le temps, ça. Enfin, sur ce cours, vraiment, ça tombe super souvent. Et celle-là, elle est sans ATP. Voilà, c'est franchement le strict nécessaire à retenir. La type 2, du coup, bah, c'est l'inverse. Elle va cliver sur les deux brins et avec de l'ATP. Tout simplement. Chez les bactéries, on appelle ces topoisomérases, on les appelle des gyrases. Et chez les eucaryotes, on les appelle des topoisomérases. Ça, par contre, c'est important. Voilà, hop. Ensuite, donc voilà, on vous parle encore de ce truc-là, empaquetage et tout et tout. Chromosome pardon, et chromatine. Ça, pareil, vous l'avez normalement vu en biocé, donc faites des rapprochements et des liaisons entre les cours. Qu'est-ce que c'est les histones? Ce sont des protéines qui vont permettre, enfin qui sont super utiles en fait, et qui vont surtout jouer sur la conformation des molécules. Surtout. Qu'est-ce que c'est un histone, enfin un nucléosome du coup, parce qu'on vous parle surtout de ça. Voilà, c'est ça. Ça tombe super souvent. Un nucléosome, du coup, c'est l'association de 4 histones différents, mais qui se regroupent du coup en 8 histones. Je m'explique. Vous devez savoir dans quel ordre ça se fait et combien on a de chaque truc, ça tombe souvent. Comment ça marche? En fait, pour former un nucléosome, on a d'abord des dimères d'histones qui vont se faire. Donc les dimères d'histones, qu'est-ce que c'est? C'est les histones H3 et H4 qui vont se mettre ensemble, et H2A et H2B qui vont se mettre ensemble. Vous avez deux dimères, un d'un côté, un de l'autre. Ces deux dimères, ensuite, vont s'associer en tétramères. Vous allez avoir H3, H4 qui se met avec H3, H4, et H2A, H2B qui se met avec H2A, H2B. Vous avez du coup deux tétramères, donc 4 molécules, 4 molécules. Les 4 se mettent ensemble, ça fait un complexe octamérique, qui est compact, et ça, c'est le nucléosome. Sachez qu'autour, vous avez l'histone 1, qui va permettre de lier tout ça et de stabiliser tout ça. Ça, c'est le nucléosome, et ça tombe vraiment super souvent. Les histones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines eucaryotes qui sont super conservées. Ça veut dire que tous les eucaryotes, ils ont tous des histones pratiquement. C'est une molécule super importante. Fibre de chromatine, donc là, on vous montre la compaction du coup de l'ADN. Donc pareil, c'est les mesures, enfin les valeurs ne sont pas forcément à connaître. Retenez juste quel est le plus compact que l'autre. Donc dans l'ordre, ça va bien retenir. Mais après, les valeurs, franchement, non. Voilà. Là, super important. J'ai oublié peut-être un truc ici. Oui, j'ai oublié un truc super important ici. Ça tombe assez souvent. Quand vous avez votre nucléosome, donc ici, hop, chaque histone, il a une longue queue N terminale. Et c'est bien N terminale. Et du coup, sur cette queue N terminale en fait, qui sort du nucléosome, c'est sur cette queue qu'on va avoir des modifications épigénétiques qu'on appelle, donc notamment méthylation, acétylation. Et en modifiant ces queues N terminales, on va pouvoir modifier l'expression génétique. Donc N terminale et pas C terminale. Là, je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de blabla pour en fait quelque chose de très 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 simple. Mais c'est vraiment à comprendre parce que c'est la base enfin, c'est le plus important du cours et qui revient dans pas mal de cours. Vous avez deux types de chromatine, le chromatine et l'hétérochromatine. Je vais en très très synthétique, mais le chromatine, c'est en gros l'ADN qui est actif. L'ADN qui va entraîner de l'information génétique et produire des protéines. Pourquoi il est actif? Parce que cette chromatine, elle est décondensée et elle va permettre aux autres protéines de venir se coller
aux modifications de venir se faire, etc. L'hétérochromatine, elle est très condensée. Et du coup, à ce niveau-là, on a peu d'interactions. Et c'est pour ça que cette hétérochromatine, on dit qu'elle est non active en fait. Cette hétérochromatine, elle est souvent méthylée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la méthylation? Ça, c'est le truc super important. On parle de mécanisme épigénétique. Vous le reverrez dans d'autres cours en plus. Donc franchement, si vous le comprenez maintenant, c'est génial. Tout simplement, sur ces histones, du coup, au niveau de leur longue queue N terminale, on peut avoir des modifications qu'on dit épigénétiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'ADN, les nucléotides ou quoi, ça ne va pas faire des mutations. On va juste venir ajouter des choses, en fait. Donc on a 3 types de modifications sur les histones. L'acétylation, qui se fait souvent sur les lysines, méthylation, qui se fait sur lysine et arginine, et phosphorylation sur sérine. En bio-C, vous avez aussi thréonine et tryptophane, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Je vais encore une fois à l'essentiel. Mais en gros, l'acétylation, c'est quand des histones acétyltransférases, donc en gros, une molécule qui va transférer des acétyles sur des histones, va venir ajouter du coup des groupements acétyles. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi un groupement acétyl, c'est juste des molécules, enfin des atomes en plus. Quand on acétyle les histones, on décondense l'ADN et on active l'ADN. On active la transcription, on active la traduction, on active la synthèse de protéines. Quand on a des histones désacétylases, donc qui vont enlever des acétyles, du coup on va diminuer l'activation de l'ADN. On va le condenser un peu plus. Et la méthylation, c'est l'inverse, tout simplement. Quand on va utiliser des histones méthylases, donc ils vont ajouter des groupements méthyl sur les lysines, on va réprimer l'information, on va réprimer la traduction, la transcription, etc. Donc du coup, la méthylation, en fait, elle va diminuer la production de protéines, alors que l'acétylation, elle va augmenter la production de protéines et l'activation de l'ADN. Et tout ça, c'est lié avec la compaction. Quand on acétyle, on décondense, et quand on méthyle, on condense. Un truc super important, ce sont les îlots CG. Donc on dit bien CG et pas GC, c'est dans ce sens. CG, donc c'est tout simplement un nucléotide C avec un nucléotide G. Les îlots ou doublés CG, ce sont des endroits dans l'ADN où il y a beaucoup de répétitions CG. Vous allez avoir une chaîne où il y a beaucoup de CG, pardon. Une chaîne où il y a genre CG, 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 etc. On les retrouve beaucoup dans les régions promotrices, donc on a vu tout à l'heure avec la TATA, la CAT, etc. Et en fait, ce sont des régions qui sont très sensibles à la méthylation. Dans ces régions-là, en gros, si on méthyle trop, donc prenons le cas du coup du promoteur, si on fait trop de méthylation dans ces îlots CG, on va complètement bloquer la promotion, on va dire, de l'ARN, et on va bloquer la transcription et la traduction, si c'est beaucoup méthylé. Donc les îlots CG, c'est des endroits en fait où les acétylations et méthylations sont importantes parce qu'elles vont impacter sur beaucoup de mécanismes qui arrivent derrière. Donc voilà, on appelle ça des, je sais plus dans quel diapo, des hotspots, voilà, c'est là. Des hotspots mutationnels. C'est à cet endroit-là qu'on peut avoir beaucoup de mutations qui sont parfois très pathogènes. Donc en rouge, c'est écrit la méthylation de ces îlots CG est associée à une extinction de l'expression transcription des gènes. Donc c'est super important de retenir ce petit truc. Et du coup, très logique, mais quand on a une hyperméthylation de ces îlots CG, on a une grosse diminution de la transcription et traduction. Et quand on a une hyperacétylation de ces îlots CG, on a une haute transcription et traduction. À savoir du coup que qu'on soit en hypométhylation ou en hyperacétylation, dans les deux cas, c'est pas normal. Et si vous activez trop ou que vous diminuez trop, ça va forcément causer des problèmes d'un côté ou d'un autre. Là, vous avez du coup des exemples d'hypo ou hyperméthylation. Ce n'est pas du tout à connaître. Voilà, c'est à titre indicatif, mais il n'y a pas de piège dessus. Enfin, pas de question dessus, quoi. Ensuite, vous avez l'ADN mitochondrial. Donc là, pareil, c'est du par cœur. Qu'est-ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que la mitochondrie, elle n'a pas un ADN nucléaire, elle a un propre ADN qu'on appelle ADN mitochondrial. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce génome propre à la mitochondrie, il comporte 37 gènes uniquement. Il code pour 13 protéines de la chaîne respiratoire. Donc ça, vous le lien à la bioénergétique, le cours sur la chaîne respiratoire. 22 qui vont coder pour les ARNT. Les ARNT, c'est ce qui va activer les acides aminés. Et 2 gènes qui codent pour les ARNR.
Donc, ce sont les petits ARN ribosomaux qui vont permettre au ribosome, le ribosome, c'est le truc qui va permettre la traduction. Donc, il va transformer l'ARN en protéines. C'est vraiment le plus important, ça. Après, plein de petits détails sur voilà, le brin H, c'est le brin lourd, etc. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais ça tombe beaucoup moins le génome mitochondrial. Ce qui tombe vraiment, vraiment, vraiment sur ce cours-là, c'est hyperméthylation, hypométhylation, acétylation, tout ça. C'est super, super important. Et le nucléosome aussi, avec l'histoire des histones, ça tombe vachement. Petit détail juste, ce qui tombe pas mal, et ce qui est super facile à retenir, c'est que l'hérédité de l'ADN mitochondrial, c'est exclusivement maternel. Il n'y a que la mère qui transmet le génome mitochondrial. Dans les spermatozoïdes, en gros, vous dites que c'est trop petit, on ne peut pas mettre beaucoup de mitochondries, du coup, pas de transmission paternelle. Voilà, voilà. En vrai, on a fait peut-être 40 minutes. Je vous fais un rapide topo sur le cours, du coup, peut-être que vous n'avez pas encore vu, sur l'ARN, réplication de l'ADN, du coup. Donc, je vous fais ça rapidement, et après, je vous laisse tranquille. De toute façon, le cours est enregistré. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, désolé. J'essaie de faire un truc plutôt pas mal. Pour ceux qui l'ont vu, ça vous permet peut-être de mieux visualiser la chose. Donc, c'est un cours de WAFIC, le cours que vous aviez normalement prévu pour dimanche, selon le programme, là. Donc, WAFIC, c'est le prof que vous avez fait Enzymo. C'est le prof qui fait des trucs où il faut apprendre tout par cœur. Enfin, tout super bien. Et le plus de choses par cœur, parce qu'il fait des pièges sur plein de trucs, et il pose des questions vraiment sur des exemples, des détails et tout. Donc, de manière générale, ce cours-là, il faut vraiment l'apprendre du mieux possible. Mais après, sincèrement, ce qui tombe beaucoup, beaucoup, c'est toute la première partie sur la réplication. Vous avez des trucs sur les télomérases après, enfin les télomères, et des trucs sur les mutations avec la mutation de Kras et tout, là, enfin Karas. C'est un peu plus. Voilà, c'est un peu moins important, on va dire. Donc, réplication de l'ADN, je vais faire un truc assez synthétique pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc, chez les eucaryotes et chez les prokaryotes, c'est pratiquement pareil. On utilise beaucoup de protéines pour faire la réplication de l'ADN. Donc là, on parle bien de l'ADN et non plus de l'ARN. Hein. On a changé de milieu. La réplication se fait au cours de la phase S, avec le cycle cellulaire, ça normalement vous le savez. La réplication, vous devez savoir à tout prix qu'elle est semi-conservative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous faites une réplication d'ADN, vous avez un brin qui vient de l'ADN de base et un brin qui est complémentaire. Et de l'autre côté, pareil, un brin de l'ADN de base, un brin qui est complémentaire. C'est semi-conservatif. Ça, c'est important. Et ensuite, la réplication, du coup, elle se fait de deux manières un peu différentes. La première différence, en fait, chez les eucaryotes et prokaryotes, c'est que chez les eucaryotes, vous allez avoir plusieurs origines de réplication. Donc, en gros, sur votre molécule d'ADN, vous allez avoir plein d'endroits différents, hop, ici, 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 où vous allez avoir l'ADN qui va se déplier et qui va se répliquer. Alors que chez la bactérie, vous avez une seule origine de réplication, un seul œil de réplication. C'est la première différence. Dans ce cours, vous devez vraiment faire attention à ce qui est chez l'eucaryote et chez le prokaryote. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a ces origines de réplication. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je vais un peu vite, hein, mais pardon, je vais tousser. Hop. Vous avez deux brins d'ADN, du coup, qui sont complémentaires. Le premier truc qui va s'activer avant de répliquer, c'est qu'il va falloir séparer ces brins. Comment les séparer? Parce qu'ils sont trop proches, ils sont trop liés. Comment on les sépare? On utilise du coup les topoisomérases chez les eucaryotes ou les gyrases chez la bactérie, qui vont du coup enlever les supertours positifs. Ils vont en fait décondenser l'ADN. Une fois que l'ADN est décondensé, on va avoir intervention de deux hélicases. Donc les hélicases, ce sont ces molécules-là. Elles sont monocaténaires, c'est-à-dire qu'une hélicase se met sur un brin. Donc pour faire ça, il nous faut deux hélicases. Elles utilisent l'ATP, et ces hélicases, du coup, elles vont permettre de détruire les liaisons hydrogènes qui sont entre les bases. Voilà. En faisant ça, vous avez séparation progressive des deux brins. Quand les deux brins se séparent, on va avoir du coup des déroulases, donc c'est ce qui est ici, qui vont se fixer sur chaque brin. Pareil, elles sont du coup monobrins, et elles vont stabiliser l'écartement qui s'est produit. Sinon, les brins auraient tendance à se rapprocher. Une fois que ça c'est fait, on va avoir intervention de l'ARN primase. Donc en gros, pour que l'ADN se réplique, on va avoir besoin d'une amorce. Vous vous rappelez, pour le premier cours, là, l'ARN,
on disait quand l'ARN c'est long, là, on n'a pas besoin d'amorce. Là, pour faire une réplication de l'ADN, on a besoin d'amorce. Donc les primases, donc c'est ce qui est en rouge là, l'espèce de forme bizarre là, ce sont des ARN polymérases qui vont synthétiser des petites amorces. Donc les amorces, c'est ce qui est les petits carrés en rouge. Ces primases, elles vont de 3' vers 5'. Vous voyez là, celle-là, là, elle avance de 3' vers 5'. Par contre, pareil, elles vont synthétiser de 5' vers 3'. Là, on ne voit peut-être pas bien là, mais la synthèse, du coup, on a bien 5' qui est à droite et 3' qui est à gauche. Et là, celle d'en bas, c'est pareil. On a bien 5' qui est à gauche et 3' qui est à droite. Donc, elles vont de 3' vers 5', mais elles synthétisent de 5' vers 3'. Pourquoi il y en a un seul en haut et plusieurs en bas, de petites amorces? Tout simplement parce que du coup, imaginez que pendant que l'hélicase elle déroule cette molécule, cette double brin là, en haut, du coup, votre ARN primase, elle va de 3' vers 5', elle synthétise de 5' vers 3', elle est continue. Hop, elle va pouvoir faire son truc tranquille, 5' vers 3' sans problème. Alors qu'en bas, en fait, elle va devoir s'activer plusieurs fois. Parce que comme elle synthétise, comme elle va, cette primase ici, là, de 3' vers 5', il va falloir qu'elle agisse plusieurs fois au fur et à mesure que l'hélicase va ouvrir le double brin. Donc ça, je vous renvoie du coup à YouTube. Vous mettez réplication de l'ADN et vous verrez en temps réel les choses qui se font et vous comprendrez pourquoi en bas, elle doit venir plusieurs fois, cette primase. Au fur et à mesure que le truc s'ouvre, la primase doit venir plusieurs fois, alors qu'en haut, elle peut être continue, tranquille. C'est par rapport au sens dans lequel elle va en fait. Une fois que ces amorces sont faites, on va avoir intervention de l'ADN polymérase 3. Ici, c'est l'ADN polymérase 3. Eh bien, l'ADN. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle a son amorce qui est prête. Donc, elle va pouvoir, donc ici, c'est l'amorce ARN, elle va se fixer dessus et elle va aller de 5' vers 3' en synthétisant de l'ADN. Cette ADN polymérase 3, elle est très processive. Ça veut dire qu'elle va synthétiser beaucoup de nucléotides à la suite. En bas, c'est pareil, elle va agir en plusieurs étapes par rapport au sens d'ouverture de double brin. Et du coup, elle va venir faire à chaque fois de 5' vers 3' une synthèse. Donc, elle vient ici, de 5' vers 3'. Hop, elle revient ici, 5' vers 3'. Elle revient ici, 5' vers 3'. Etc., etc. Et en faisant ça, hop, j'enlève tout, vous allez avoir du coup au final, en haut, quelque chose qui a été continu, parce que ça se faisait dans le bon sens en fait. Donc on appelle ça le brin continu. Alors qu'en bas, vous voyez, vous avez plusieurs fragments différents. Vous avez des amorces d'ARN avec des grands bouts d'ADN. Ce brin, du coup, il est discontinu, il se fait en fragments. Et bien chaque petit morceau, on appelle ça des fragments d'Okazaki ou d'Ozakazi, je ne sais plus comment on dit, vous verrez dans le cours. Voilà, vous devez bien savoir sur quel brin il se passe quelle chose. Et du coup, ces petites parties, ces petits fragments, ils vont être liés comment ensuite? Par une ADN ligase, hop, qui va venir à chaque coin là, lier les deux fragments d'Okazaki. Et en haut, pareil, il manquait un petit bout là. Ben, elle peut aussi agir sur le brin continu et venir lier les fragments ensemble. Par contre, les fragments d'Okazaki, ils sont que sur le brin discontinu. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros zoom. Hop, petit truc, du coup, quand vous avez un œil de réplication, une origine de réplication, n'oubliez pas du coup que la réplication se fait dans les deux sens. Vous avez d'un côté là, d'un côté ici. Du coup, en gros, les phénomènes sont inversés des deux côtés selon le sens où on est. Ça ne sera pas le même sens de réplication. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'eucaryote, vu qu'il y a plusieurs origines de réplication, en fait, vous allez en avoir plein qui vont se faire progressivement. Et au fur et à mesure, hop, ça va se rapprocher, rapprocher, rapprocher. Et à la fin, du coup, vous obtiendrez bien un brin de base avec un brin complémentaire et un brin de base avec un brin complémentaire. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment... donc, vous reprendrez ça avec le cours. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a pas mal de choses dessus, parce que ça s'est inspiré de YouTube, hein, clairement. Et vraiment, apprenez cette partie sur la réplication avec les ADN polymérases, ARN, amorce, brin discontinu, continu. Si vous comprenez ça, si vous le comprenez, ça ira beaucoup plus vite pour l'apprendre. Et après, la suite du cours, ça reste du par cœur.
c'est Wafik, c'est un prof voilà, qui va piger sur les petits détails, donc apprenez tout de manière générale. Voilà, voilà. Je réponds pas aux questions, comme ça je vous laisse tranquille. Si vous avez des questions, vous me demandez directement en message. Et je vous souhaite bon courage pour ces 3 cours du coup. J'espère avoir aidé sur quelques petits points. Voilà, voilà. Du coup, bonne soirée à tous. Merci. Ok, merci.